23 mars 1987. Un de ces jours que notre planète emploie sottement, depuis une éternité, à tourner sur elle-même, Dieu s'éveilla de très mauvaise humeur. Il convoqua son ministre de la révolte, le diable, qui reste pour lui un confident privilégié, en dépit du châtiment, et qui lui a donné plus d'un conseil utile. Je suis très embarrassé, dit Dieu. Cette espèce humaine est insupportable. J'ai tout essayé avec elle depuis le paradis terrestre. Je lui ai envoyé mon déluge, les plaies d'Égypte, Sodome et Gomorre, toutes les maladies et quelques médecins, toutes les guerres et même quelques pacifiques, les orages dans le ciel, les tempêtes sur la mer, les avalanches sur les montagnes, les beaux parleurs dans les assemblées. Que reste-t-il dans mon arsenal? Le diable m'emporte. Le diable leva un doigt, sourit doucement et dit « Ce serait plutôt mon office. » Dieu. Ai-je encore dans mes réserves de quoi ramener les hommes à la raison? Je n'ai rien trouvé. Écoute-moi, bon Dieu. Diable. Voilà plutôt votre langage. Mais je crois que j'ai encore quelque chose pour vous. Il y a encore un malheur que vous pouvez leur envoyer. Quel malheur? La conscience. Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, non pas le 23 mars 1987, mais le 23 mars 2020. Et le passage que je vous ai lu est tiré de ceci. « Les matins que tu ne verras pas » de Thierry Monnier, Les vaches sacrées, le tome 4, publié chez Gallimard. Alors, c'est une série d'aphorismes. Vous savez que c'est un genre que je prise beaucoup. Ainsi que je le confiais à mon jeune ami, le docteur Herr Docteur, Vincent, je suis bref parce que je ne sais pas taper. Et de même aussi, je fais des fautes d'orthographe. Oui, on fait des fautes d'orthographe. Je fais des fautes d'orthographe. Bon, je ne veux pas accuser le système scolaire, j'ai trop lu pour ça. Mais moi, je suis meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Alors, je vais vous dire un certain nombre de choses aujourd'hui. Et puis la parole, on va en avoir besoin, croyez-moi. On va avoir besoin d'entendre des choses. Je vais vous dire un certain nombre de choses, dont la première, cette première chose que je remarque. Eh bien, il y a une explosion de youtubeurs sur les réseaux. Les gens, surtout en Europe, étant confinés, ils proposent des lectures, ils y vont de leurs commentaires, beaucoup de lectures. Ça fait, je m'en réjouis, mais ça fait plutôt drôle de constater cela, car modestement, je pense, avec d'autres, dont mon ami François Bon, avons été des pionniers. Ma première vidéo date de 2011, fin 2011. Alors, vous voyez, 2011, c'est une éternité. Et parfois, j'avais l'impression à cette époque-là, en 2011, que j'étais comme l'ingénieur à Fukushima, paniqué devant les avanies de cette centrale nucléaire qui laissait répandre des eaux dangereuses dans l'océan, qui ne parvenaient pas à confiner dans des milliers de piscines de l'eau contaminée, de l'eau radioactive. Et il était paniqué. Alors, même si je ne comprenais rien au japonais, j'entendais sa panique. Alors, je lisais aussi Don't Panic, Panic. Alors oui, on dira la peur est mauvaise conseillère, mais en certaines circonstances, ne pas avoir peur relève de l'insensé. Alors donc, il y a une multitude de youtubeurs qui apparaissent. Évidemment, moi aussi, je m'en réjouis. Ils vont constater, j'allais dire hélas, mais bon, qu'à leur tour, ils auront un auditoire famélique, mais peut-être nous n'en sommes plus aussi aux grands auditoires de masse. S'adresser à quelques dizaines de personnes,
est un privilège. Vous voyez? Être écouté est un privilège. Alors longtemps, je disais en boutade, parler, personne n'écoute, écouter, personne ne parle. Je pense que le temps de la parole vraie est arrivé. Je vais vous faire part aussi de quelque chose que j'ai observé. Il y a 2 choses que j'ai observées aujourd'hui. Non, une il y a quelques jours et une aujourd'hui. J'avais pas le choix, je suis allé faire des courses aujourd'hui, des courses absolument vitales, j'avais pas le choix, je rentre pas dans les détails. Alors je me suis promené, je me suis rendu au lieu dit et toutes les boutiques sont fermées. Bon, celle-ci est encore ouverte. Pour combien de temps? À mon avis, si la librairie est encore ouverte dans 4 jours, là, en tout cas, j'imagine pas, j'ai l'impression que ça va tomber maximum dimanche prochain, dans 6 jours, dimanche soir. Peut-être si le gouvernement décrète que tous les commerces devront être fermés à compter de dimanche soir minuit, moi je vais probablement, très certainement, rester ouvert jusqu'à minuit pour fermer, sans doute pour plusieurs semaines, la librairie. Parce qu'après, je vais continuer d'écrire, mais je vous en parlerai peut-être demain, comment l'écriture va changer. Je vous ne décrirai plus, évidemment, ce qui se passe dans ma boutique. Elle va être fermée. Je ne décrirai pas le silence infini des tablettes de livres murées, emmurées, dans un silence définitif. Alors, les très très rares passants que j'ai croisés, instinctivement, même s'il y avait déjà plusieurs pieds, mètres, si vous préférez, qui nous séparaient les uns les autres, on se tassait. Puis pourtant, nous n'étions pas nombreux, les rues sont absolument désertes. Et une espèce de petite neige, et le soleil est blanc. Le soleil est blanc, c'est ça, c'est pas le soleil noir de la mélancolie, c'est le soleil blanc de la désolation. C'est difficile de ne pas penser que nous vivons un temps apocalyptique. Mais quand on connaît la signification du mot apocalypse, ça veut dire révélation. Alors assurément, c'est un temps de révélation. Ça veut dire que tout le monde est soit ramené à l'essentiel ou ramené à soi. Ça va être un temps où on va découvrir que des gens qu'on croyait réservés, frileux, des gens que l'on croyait inessentiels à notre société, vont devenir hyper importants. On va découvrir que les forts en gueule, ceux qui ont toujours les réponses à tout, vont se terrer. On va découvrir aussi une multitude de Cassandres qui vont pérorer, qui vont vous dire « on vous l'avait bien dit ». On va trouver toutes sortes de gens. Mais moi, je vous en conjure, dites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, mais agissez. Si on vous demande d'être confiné, que vous pouvez le faire, que vous avez les moyens économiques de le faire, parce que on s'aperçoit, Marx est de retour à toute vitesse. Hein? On avait oublié les rapports de force, les rapports sociaux, là. Sont de retour. Sont de retour avec une virulence qui va dépasser l'imagination. Non, pas grand temps. Parce que là, on a des héroïnes. Je lisais dans le Journal de Montréal, oui, que les employés de métro, magasins d'alimentation, auront une augmentation temporaire. Augmentation, oui, mais le temporaire. Déjà, le coup d'avant est donné. Non, c'est pas une augmentation temporaire que ces employés-là doivent obtenir. C'est une augmentation permanente avec une importante prime de risque. Alors, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que tous les gens qui n'ont pas de formation intellectuelle, mais qui sont absolument vitales pour tous ceux qui ont une formation intellectuelle. Je pense aujourd'hui, en tout cas bien humblement, qu'une caissière, c'est beaucoup plus important à l'heure où on se parle qu'un professeur. Un technicien de surface, comme ils disent en France, ou si vous préférez, un concierge, c'est plus important qu'un psychologue. En fait, tout ce qui a lieu...
Oui, les médecins, les infirmières sont, on le sait, mais c'est des vocations. Comprenez? Un bon médecin ne fait pas ça pour le pognon. Il fait ça, oui, qu'on le paye bien, ça, on ne va pas discuter du salaire du médecin. Mais c'est d'abord et avant tout vocationnel. Je ne crois pas qu'aucun enfant de la Terre ait envie de devenir technicien de surface ou éboueur. Je ne crois pas qu'un gamin de 6 ans, quand on lui demande qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, va répondre spontanément « vidangeur ». Je ne crois pas. Et ça, c'est des gens qui sont condamnés à œuvrer difficilement dans des conditions qui vont devenir peut-être extrêmement difficiles. Alors, je pense qu'il y a une sorte d'inversion. Est-ce que ces gens-là vont se regrouper, tous ces gens qui exercent des travaux humbles, mais fondamentaux, est-ce que ces gens-là vont se regrouper et vont se réapproprier non seulement une conscience de classe, mais une conscience politique pour aller se chercher un rapport de force avec un patronat qui va être complètement désemparé. On le voit bien, le néolibéralisme est arrivé à son terme. Là, il ne s'agit pas de faire de Cassandre. Là. Le néolibéralisme, c'est terminé. Moi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, vous savez, la petite poignée de gens qui écoutent mes vidéos, vous savez, je me trompe pas mal souvent. Disons-le franchement, c'est une bonne nouvelle. Mais ce coup-ci, je pourrais peut-être avoir raison. Et je ne le souhaite pas, de toute façon, je ne suis pas très orgueilleux, me tromper au profit du bien commun, ben pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va se réveiller dans une société qui va ressembler à l'Union soviétique. C'est-à-dire, oui, l'État, tout va être nationalisé. Tout va être nationalisé. Et les premiers qui vont être nationalisés, les premières industries qui vont être nationalisées, ça va être les aéroports, ils le sont en partie, ça va être les compagnies d'aviation, les assureurs, les réassureurs. Quelques banques vont tomber. Ça, c'est clair, il y a des banques qui vont tomber. La crise de 2008 avait été engendrée parce qu'on avait laissé faire une faillite d'une banque en 2008, qui était la 5e banque en importance. Et après ça, c'est les dominos. Tout est tombé et on a injecté à la hâte 600... Ouais, c'est un peu croche, mon affaire. Bon, on a injecté à la hâte, je pense pas que c'est mieux, mais c'est pas grave. On a injecté à la hâte plus de 600 milliards. Il fallait le faire, assurément, mais il fallait entreprendre des réformes de grande envergure. On ne l'a pas fait. Le système a tenu, il y a eu un transfert de richesse massif. Toutes les crises sont l'occasion, crise veut dire occasion en fait, sont l'occasion de faire des affaires. Je vais y venir parce que vous allez voir où je vais en venir. En fait, je vais venir à un paquet d'affaires. Donc, les banques vont être nationalisées. Tout va être nationalisé. Alors, sans doute, on risque de se retrouver dans un état, si vous voulez savoir à quoi ça va ressembler. Lisez Alexandre Zinoviev, Les hauteurs béantes, ou l'Homo soviéticus. Ça va avoir, à mon avis, une petite idée de qu'est-ce qui nous attend. Une économie atone, une économie qui ne parce qu'on va être traumatisé, là, une économie qui ne reprend pas. Oui, il va y avoir encore des apparatchiks. Ça va aller assez vite que les premiers qui vont comprendre qu'il va y avoir des places à prendre, ils vont s'y précipiter. On va avoir des retournements d'alliance aussi. On va voir des gens, c'est pour ça aussi que c'est une époque de révélation, qui prônaient des idées très, 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 très généreuses et qui, soudainement, changent de bord. Parce que, évidemment, ce qu'ils vont apprendre sur la nature humaine, moi, je ne parle jamais en termes de nature humaine, je parle en termes d'espèce humaine, parce que l'espèce humaine, elle a des qualités, elle a des défauts, elle a des caractéristiques. L'espèce humaine, elle est colonisatrice, elle est ingénieuse, elle est créative, elle est résiliente, et parfois elle est insensée, parfois elle est prise d'une sorte d'hybris, et la Terre n'est pas notre amie. La Terre, on le voit bien, elle se fout de nous, et puis ça semble être réciproque. Elle se fout de nous, mais nous ne devrions pas nous foutre de nous. Et peut-être que là, ça fait un bon moment qu'on se fout pas mal les uns les autres, avec des rapports de force insensés, mais c'est pas ça où je vais en venir. Alors, ça va ressembler à quoi? Une économie même plus au ralenti, un état de pénurie quasi endémique. Les gens vont faire la queue pour les besoins de base. Il
Il y aura quand même des privilégiés, n'ayez crainte. Je serais étonné de voir qu'il deviendra. Hein? Ça, c'est une autre histoire. Ceux qui auront fait une bonne lecture, en tout cas, de la situation actuelle. Et qui jugeront qu'ayant été déçus par de nobles idéaux, qu'enfin ils ont compris, donc ils ont évolué, et ils vont s'emparer des places, ceux-là. Ça, je nommerai pas de nom, mais j'ai déjà une petite idée de ce qui va se passer. Et donc, ben là, la vie poétique, la vie créative va être forte dans l'aspect positif. Évidemment, voyager va devenir une expérience, non plus un signe d'appartenance sociale. Prendre l'avion va redevenir quelque chose d'important. On va la prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Parce que le coût des billets d'avion, de low cost, oubliez ça. Aller en France, là, ça va coûter au moins 3 000 $ par personne. Je donne l'exemple de la France. Ça va coûter au moins 3 000 $. Et les gens vont réfléchir beaucoup à la... Même prendre des vacances va devenir compliqué. J'ai déjà raconté dans je ne sais plus quelle vidéo que moi, je ne prenais pas de vacances. Pour moi, les vacances, c'était pour les gens fatigués. Hein? Ou qui en avaient besoin. Moi, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, je fais ce que j'aime, je suis dans ma vocation. Je suis dans ma vocation, donc, peu importe mon revenu, je fais ce que j'aime. Et ça ne me coûte pas. Ça ne me coûte pas d'effort. Bon, ça, c'est ce qui va arriver. Voilà une anecdote qui m'a vraiment... Non, ne me demandez pas de vous nommer le confrère en question, mais j'étais furieux. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de sang comme celui-là. Il y a quelques jours, il y a un couple de personnes très, très âgées, là. La dame rentre dans ma librairie. Le monsieur, lui, attendait dans la voiture. La dame me dit « Ah, je suis tellement contente que vous soyez ouvert. Je pensais que vous étiez fermé. On a des livres de collection à vous vendre. » Mon premier réflexe, sans faire de l'âgisme, je me suis dit elle n'a pas écouté Arruda. Elle n'est pas supposée d'être en confinement. Me vendre des livres de collection, là, est-ce que c'est vraiment, vraiment de toute nécessité pour elle? Et j'ai manifesté par mon langage physique une sorte du mécontentement. Je reste poli toujours, mais ça se voyait que j'étais mécontent. Et là, elle insistait beaucoup, venez voir ça, venez voir ça. Et là, à la fois mu par mon inextinguible curiosité et un désir de civilité à minimum, je suis allé voir. Alors, bon, il y avait son mari qui attendait, qui devait avoir dépassé les 85 ans lui aussi. Et avec un air, je dirais un air gaga. Ouais. Il avait l'air très content d'être là. Et là, elle insiste encore. Ah, c'est formidable que vous soyez là, patati patata. Et là, à l'arrière de la voiture, sur le banc arrière de la voiture, un carton de livres. Des livres sans aucune valeur. Des livres, pas inintéressants, mais là, mon mécontentement, là, je m'en voulais un peu d'avoir cédé à sa requête, d'une part, mais de traverser la ville, parce que à l'oreille, je comprenais que cette dame venait des beaux quartiers. Il y a des choses qu'une oreille fine, hein, une oreille très fine, il y a des différences entre venir du lac Saint-Jean, on l'entend, ou de la Côte-Nord, ou dans les quartiers de Montréal. Je veux dire, on ne parle pas de la même manière dans Hochelaga, Maisonneuve, on parle dans d'autres quartiers plus chics de Montréal. On l'entend, là. Alors, le beau quartier, assurément. Et là, elle me dit, pendant que, accablé, je farfouillais dans cette boîte, elle me dit, c'est Monsieur X qui nous a donné vos coordonnées. Là, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je dis, mais pourquoi Monsieur X ne vous les a pas achetés? Là, elle me répond, oui, mais il nous a dit qu'il les avait en double. Alors, j'ai regardé la dame, je dis, salut, madame, l'argent va être rare. D'abord, ces livres-là ne
ne me conviennent pas. Je ne suis pas intéressé à les acheter. Et là, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, Madame, l'argent va être rare. Et pour être bien sûr d'être entendu, je l'ai regardé et dit, Madame, l'argent va être vraiment rare. Et là, on s'est salué poliment. Et là, j'étais... Oui, dépose-les là. Viens me voir dans 15 minutes. OK. Merci. En fait, t'as pas ouvert, il voyait pas ta... Non, je la mettrai pas. Je reste discret en attendant le confinement général. OK, puis il y a 2 personnes dans la garderie pour les enfants. Ils l'ont eu, hein? Ah, ben ça, mon vieux. 2 gardiens. Tu repasses tout à l'heure. OK. Oui. Oui. Donc, qu'est-ce que... Oui. Alors, j'étais tellement furieux, j'ai expédié à ce confrère, qui n'est pas un ami, qui n'est pas... en fait, un confrère que... Bon, je dirais pas ce que j'en pense, là. Mais là, ce que vous avez compris, ce qui s'était passé. D'abord, il s'était débarrassé. Il me faisait pas une fleur, là. Il m'envoyait pas... il me permettait pas de faire une aubaine, on va dire. Non, c'était carrément, il se débarrassait de ses vieux clients. Et il me les chipait dans ma cour. Et ce qui m'a choqué, au-delà de tout, c'est que lui-même devrait être en confinement, ce libraire-là. Et là, j'étais tellement... d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un post de Facebook relatant cette petite et désagréable expérience, mais vous allez voir, il va se passer des choses à ce niveau-là. Que j'ai retiré après, j'ai regretté d'avoir partagé ce mouvement d'humeur avec mes amis Facebook. Alors, ce que j'ai fait, je lui ai envoyé un courriel incendiaire et je lui ai dit ce que je pensais de lui. Ça faisait un bon 15 ans que ça me travaillait. Hein? Alors là, je dis, bon, c'est le moment. Il va pas se débarrasser comme ça de ses clients encombrants et qui va mettre et qui met la vie en danger de tout le monde. Moi, on a pris des mesures à la librairie. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on est lundi, le 23 mars. Je serais fort étonné d'avoir des clients. Je ne crois pas que je vais en avoir demain non plus, donc rien ne va se passer. Et j'attends avec soulagement le décret du confinement général, qui, à mon avis, ne saurait tarder. Et c'est là aussi où, dans cette bataille-là, en fait, la vie a toujours été une guerre, sauf que je pense qu'on l'a tous oublié. Et là, il va falloir aller au dur. Oui, se confiner, c'est bien pour ceux qui le peuvent. Hein? Je veux dire, il y en a qui ne le peuvent pas. Puis s'ils faisaient comme vous, vous ne mangeriez plus, ou il y aurait des rats dans les rues de Montréal. Alors, très bien, pour ceux qui peuvent être confinés, mais par pitié, compassion pour ceux. Et puis là, il devrait y avoir des transferts de richesse. Hein? Ça n'aura pas lieu. Ce qui va plutôt arriver, on va continuer les prophéties lalondiennes. Vous savez que je me trompe souvent, donc perdez pas ça de vue à l'esprit. C'est que, évidemment, l'état de grâce avec Legault ne durera pas. Parce que il y a des fonds qui sont injectés dans tous les secteurs de l'économie. Alors, tout le monde, tous ceux qui nous faisaient la morale avec la productivité, la compétitivité et tout ça, là, ils vont être les premiers, là. Les quêteux montés à cheval. Mais là, ils vont... Le grand genre. Mais ça, le gouvernement va en faire un comptable, un peu carré, un peu bébête. C'est possible. Un peu bébête dans le sens pas stupide, mais dans le sens pas trop de finasserie. Par certaines circonstances, ne pas faire preuve de sophistique. Hein? C'est-à-dire d'argumentaire déconnecté du réel, c'est un sacré avantage. Hein? Alors, c'est sûr, déjà, ceux-là, là, ils attendent. Là, les constructeurs automobiles, les assureurs, les réassureurs, les banques, tout le monde attend. Là. Tous ceux, là, tous les grands patrons d'entreprise, là, eux, là, ils vont devoir subir des sacrées bonnes coupes salariales. Parce que ça va devenir assez inacceptable aux yeux du plus grand nombre. Moi, c'est pas ceux-là qui m'inquiètent quasiment. Parce que ce qu'on peut observer, OK, c'est le silence de la gauche. Hein?
La gauche, elle est bien silencieuse. J'entends parfois ici, là, du mécontentement, parce que cette gauche-là abominait François Legault, c'était un nouveau Trump, et tout ça, Je veux dire, Trump, là, c'est grave ce qu'il est. Legault, je veux dire, tu sais, s'imaginer, parce que Legault, il va, sa cote de popularité, quand il va commencer à faire des coupes dans la fonction publique, des coupes salariales, je ne crois pas qu'il va y avoir des gens qui vont perdre leur emploi, mais beaucoup vont subir d'importantes pertes de salaire et des fonds de pension, ils vont être... le gouvernement va piger dans les fonds de pension. Et là, ça se peut qu'il y ait de l'agitation sociale. Ça se peut parce que faire des sacrifices et pour les autres, c'est toujours facile. Et là, ça se peut que là, tout à coup, la cote de Legault baisse. C'est possible. Parce que ça va devenir aussi très compliqué de demander à des petits entrepreneurs, à des PME qui vont subir et qui subissent déjà de plein fouet une crise économique systémique. Ça va être difficile de demander à ces gens-là d'éponger l'addition et aux autres de conserver certains droits acquis. Alors, ça va clasher, là. Ça va clasher. Et là, la gauche, qui depuis longtemps a abandonné les caissières à leur sort, les petits entrepreneurs à leur sort, va sans doute se réfugier dans les solutions imaginaires et va également se crisper quant à ses avantages acquis. L'autre raison ça c'est pour la gauche, je dirais, institutionnalisée au Québec. Et puis il y a l'autre gauche, une autre gauche, la gauche nihiliste, je dirais, qui est un allié objectif de cette gauche institutionnalisée, un allié objectif quand les choses vont bien. Mais quand les choses se délitent à grande vitesse, comme c'est en train de se produire, cette gauche-là, nihiliste, qui, elle, souhaite tout simplement pas que la fin du système capitaliste, mais souhaite carrément la fin du monde, souhaite une destruction totale dans une sorte de jouissance monstrueuse, eh bien, cette gauche-là aussi se tait. Elle se tait parce qu'elle se réjouit de ce qui se passe. Alors, il n'y a pas que les fous furieux de la droite là, religieuse, qui eux aussi attendent l'apocalypse. Hein? Ça, il faut bien comprendre. Ici, ça se rejoint. Les fondamentalistes religieux, pour eux, la révélation est arrivée. Alors, eux autres aussi, ils sont légers, ils sont bien, enfin, la fin du monde est arrivée. Et cette droite religieuse-là est aussi en cheville avec une certaine droite économique. Alors, voyez un peu les nihilistes, les libertariens d'un côté et les gauchistes nihilistes, d'une certaine manière, vont se rejoindre. Alors, on va voir des choses inimaginables. De retour aux politiques maintenant. Bon, c'est un examen de conscience que chacun devra faire. C'est le retour du politique à toute vitesse et les circonstances exceptionnelles comme celle-ci vont engendrer, à mon avis, l'apparition d'une nouvelle génération de politiciens et de politiciennes. Et là, il va falloir penser autrement. Et c'est là que les livres, certains livres, parce que les dérives du néolibéralisme et de l'économie consumériste ont déjà été analysés depuis 50 ans. Alors, certains livres mettent du temps à produire leur effet. Certains livres existent, on en discute en petits cercles fermés. Il y a des solutions qui sont avancées. Et ces intellectuels-là, ces penseurs-là qui œuvrent, savent bien que leurs livres, parfois, sont des révélateurs à retardement. Alors, c'est clair que des auteurs, on va relire, par exemple, ou on va lire pour de vrai
au Québec, disons, Marcel Rioux. Ça, Marcel Rioux, je pense que les villages vont se réorganiser. C'est l'idée d'Éric Martin qui est plongée, parce que les villages ont toujours été comme des mini-républiques, hein, avec l'impossibilité que les différences entre classes sociales soient trop grandes. Le notaire, l'agriculteur, l'institutrice, le, le, le notaire, tout ça, le médecin, tous ces gens-là, ils vivaient dans le même univers et le groupe, le petit groupe, minorait les comportements qui pouvaient être répréhensibles des uns et des autres. Et la figure de l'avare, telle que l'a bien montré Jean-Henri Grignon, le personnage emblématique de Séraphin, qui s'accapare des richesses du village, qui manipule tout le monde avec son argent et son radinisme. C'est une figure détestable. En temps de crise, les avares, c'est épouvantable. Ils le sont tout le temps en temps normaux, mais là, c'est épouvantable. Alors, vous avez un petit peu l'idée. On va relire Ivan Illich. Ivan Illich, Société sans école, nous dit ça, il n'y a plus d'école. La némésis médicale, le fait que il va falloir non pas juste réparer les corps brisés, mais individuellement offrir aux gens la possibilité de se maintenir en vie, en bonne santé, par une réflexion anthropologique sur leur propre alimentation. C'est Hippocrate qui disait, avant 30 ans, tu dois être ton propre médecin. Tu sais, tu dois connaître la diététique de ton... Tu dois connaître la diététique qui est appropriée à ton corps. Si les éléments épicés ne te conviennent pas, t'en bouffes pas. Si ta complexion physique fait que tu supportes mal l'alcool, tu bois pas. Ça, c'est des choses que, avant 30 ans, ça doit être réglé. On ne doit pas t'expliquer, tu ne dois pas te retrouver à 50 ans ou à 60, le médecin te met en garde contre les dérives de ton régime alimentaire. Tout ça, tu aurais dû savoir ça à 30 ans. Avant 30 ans. Alors, on va revenir à des... Bon, Ivan Illich, Gregory Bateson, un des premiers penseurs de l'écologie. Tous ces auteurs-là, je vous nomme ceux qui me viennent à l'esprit, je sais qu'il y en a d'autres, eh bien, on va vraiment les lire, là. Et là, c'est là que ça va nous prendre des politiciens, peu importe leur âge, parce que pour la politique, il n'y a pas d'âge. C'est là qu'on on va devoir aller se chercher un rapport de force pour permettre à ce nouveau monde qui va naître. Désolé pour ceux qui s'attendent à la fin du monde. Non, la fin du monde n'arrivera pas. C'est la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Et je dirais même, ce n'est pas la fin du monde que ce soit la fin d'un monde. Alors, et là, les plus vieux, comme moi, c'est là qu'on doit servir de relais. Et c'est là qu'on ne doit pas se camper. De toute façon, il n'y a pas de sortie de secours. Alors, on devra, si on a quelque chose à offrir aux générations montantes, consentir à faire le relais. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Puis d'ailleurs, de toute façon, réfléchir à ses fins dernières, réfléchir à la mort, à sa mort, a toujours été fondamental aussi. Alors, préfère ne pas y penser. Que tu y penses ou pas, là, ah ben, tu vas mourir. Et puis, là, à chaque jour qui passe, eh ben, comme dit Verlaine, la mort est au bout du chemin. C'est pas ça qu'il dit, mais on va dire qu'il le dit. Je pense qu'il le dit vraiment. Alors, c'est un temps dont, bon, je donnais cet exemple-là de cette dame-là, cette dame-là qui avait des pseudo-livres de collection. Ah ben ça, c'est quelque chose qu'on va voir, là. On va voir des gens se départir d'œuvres d'art, se départir de livres rares. On va voir des gens qui vont vouloir à tout prix faire des provisions de pognon. Pas juste de papier de toilette. Des provisions de pognon. Et puis là, je la sentais, sa panique, là. Tout à coup, c'est pas dit, c'est un petit commerçant, il n'y a peut-être pas de maudite scène. C'est pas dit ça, là. Elle s'est dit, on a besoin de cash. Et puis l'autre Coco qui me l'a envoyé, c'était sans doute une de ses bonnes clientes. Il n'a pas osé lui avouer qu'il était ruiné, qu'il avait été ruiné par
par la chute des marchés boursiers. Alors tout ça, on voit là, ce qui se passe. Mais il ne faut surtout pas se décourager. Il ne faut surtout pas se décourager. Mais il ne faut pas non plus être trop serein. Alors, essayez de trouver une sorte d'équilibre entre... Ben là, je reviens avec la fameuse diététique de l'insurgé, l'insurgétique. Hein? Ma modeste contribution aux affaires du monde, que j'ai plagié, disons-le franchement, à Patrick Vivray, qui a écrit un livre avec Edgar Morin, qui dit qu'il faut remplacer le binôme excitation-dépression par sérénité-intensité. Alors, vous vous lancez à fond dans une entreprise de sauvegarde de ce qui vous tient vraiment à cœur. Et puis après, là, vous vous reposez. Vous refaites vos forces. Vous décrochez. Alors là, c'est important. Mais il faut une alternance qui va peut-être être de plus en plus rapide entre la sérénité et l'intensité. Mais on n'aura que ça. Pas excitation-dépression. Là. Ça, il faut que ce logiciel-là, vous le détruisiez. Non, vous n'êtes pas excité. Vous vivez dans l'intensité. Et puis, vous n'êtes pas dépressif. Vous êtes serein. Vous êtes serein. Et puis, vous réfléchissez, ça c'est mon dernier point, à cette notion-là d'obéissance. Moi, étant livré à moi-même depuis mon plus jeune âge, je dirais, toutes mes décisions comptent. Hein. J'achète un livre, est-ce que si je ne le vends pas, c'est une perte sèche? Tout. Il n'y a pas beaucoup de séparation entre le geste le plus humble, qui est l'ordinaire de mon activité de libraire, et les résultats. Le tiroir caisse est impitoyable. Alors, le tiroir caisse me donne l'heure juste. Mais là, j'ai décidé, pour la première fois de ma vie, que j'obéirais. Alors, je connaissais pas cette vertu-là, qui est une vertu cardinale, l'obéissance. Alors, vous savez, je pense, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo préséance, obéir a la même racine qu'écouter. Alors, c'est intéressant, ça. Alors, moi, j'ai décidé que je suspendais, pour un temps indéterminé, mon esprit critique. Pour un temps indéterminé, je vais m'en remettre aux instances gouvernementales. C'est pour ça que je reste ouvert aussi. Ça, c'est l'autre affaire. C'est que je ne veux pas faire de moi un Arruda puissance 10 qui, par avance, pense qu'Arruda se trompe et que la situation est beaucoup plus grave qu'il ne le dit. Et je ne ferai pas non plus mon sceptique. Je consens avec un, j'allais dire un lâche détachement, mais c'est pas ça. Je consens avec soulagement à dire oui. Alors, quand mon gouvernement va me demander de sortir de mon confinement, bon, j'ai fait part de ce qu'on va faire, Fabienne et moi, mais c'est pas l'objet de cette vidéo-là. Ben moi, je vais le faire. Je me suis mis, j'obéis. C'est pas compliqué. Je ne réfléchis plus. Ça fait depuis que je suis ado que je réfléchis. Je mets mon cerveau en veilleuse. Comprenez? Ça ne veut pas dire que je vais réfléchir, on ne va pas faire autrement. Mais j'ai pris la décision d'écouter et d'obéir. Alors, ça fait drôle, ça fait bizarre, c'est étonnant. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, hein, vous savez. Alors, je nous invite tous, les uns les autres. Cette crise-là ne durera pas, elle risque d'être assez difficile. Première étape, c'est de passer à travers cette crise sanitaire. La crise économique qui va être majeure, qui va être la grande histoire de nos existences, jeunes et vieux, eh bien, on va passer à travers elle aussi, mais tout notre mode de vie va avoir changé au terme de ça. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et ceux qui ont un peu d'expérience et un peu de générosité et qui ont fait la paix avec cette idée de leur propre finitude, c'est-à-dire qu'on va mourir, eh bien, doivent se mettre au service des générations montantes, au service du monde qui vient,
Et puis de remercier aussi pour certains d'entre nous, je m'inclus dans le lot, ceux qui ont eu une belle vie, ceux qui ont été épargnés par les grands chagrins, les grandes tragédies, ceux qui ont été des privilégiés de l'existence. Ben, ayez de la gratitude. Et puis, ayez de la gratitude aussi pour... battez-vous pour que les caissières aient de très, 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 très... Les caissières et caissiers aient de très, 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 très bons salaires. Battez-vous. Et si on doit descendre dans la rue là, avec elles, pour qu'elles obtiennent, et là, qui est vraiment important en temps de crise? Et puis, si la crise devient endémique, on pourra pas demander, comme on le fait toujours, depuis toujours, de toute façon, à des gens très, très humbles de tenir sur leurs épaules la sécurité du monde. Moi, j'ai toujours eu cette idée-là, je l'ai depuis toujours, en fait, c'est que ce sont les très humbles qui permettent à ce monde-là d'exister. Je ne m'inclus pas là-dedans, comprenez bien. Ce sont les plus humbles qui permettent à ce monde-là de continuer d'exister. Ce sont les plus vulnérables, les plus modestes, qui permettent à cette bonne vieille terre de continuer à nous fournir des aliments, continuer à nous fournir une sorte de confort, une sorte d'aisance, une sorte de sécurité. Et puis là, il faudrait vraiment qu'on le réalise, là. Qu'est-ce qui compte vraiment? Qui compte vraiment? Et qu'il y ait un transfert de richesse, là. Que ça ne devient pas juste une affaire de sacrifice. D'un côté, tu as des gens qui se sacrifient pour que vous puissiez manger. Et puis, tu as de l'autre côté des gens dont le travail, c'est la vocation. À moins que devenir éboueur et devenir caissière, ça devienne une vocation. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir cette vocation-là. Par contre, on peut le payer très, 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 très bien. Il y a de l'argent à les prendre un peu partout. Hein? Regardez autour de vous, regardez comment les gens vivent. Il y a de l'argent à aller chercher. 42 minutes, c'est pas possible. Je n'ai même pas dit toutes les choses que je voulais vous dire. Puis en plus, je vous ai dit des choses que je ne pensais pas vous dire. Décidément. Quel intarissable bavard. Mais je risque d'être plus discret dans les prochains jours, là, étant donné ce qui va se passer. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. On me regarde. Il y a des gens qui passent dans la vitrine. Ils sont étonnés d'abord de voir que la librairie est ouverte. Ils sont étonnés de voir un mariole pareil s'agiter devant son écran. Ben non, je suis pas sur Skype. Je suis sur YouTube. Allez, bonne journée à tous. Portez-vous bien.